Nous n'avons rien commandé pour ton fils, dit ma sœur, en lui tendant une corbeille de pain tandis que ses enfants dévoraient des steaks à 100 € et des desserts. Mon père ajouta, tu aurais dû lui préparer quelque chose. Je me suis contentée de sourire et de dire, bien noté. Quand le serveur revint, je me levai et annonçai, j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à nettoyer les dégâts de ma sœur, qu'ils soient financiers, émotionnels, ou même à garder ses enfants pendant ses escapades d'urgence de dernière minute. Je l'ai fait sans beaucoup de remerciements, entendant toujours la même phrase de nos parents, elle traverse une période difficile. Comme si je ne le faisais pas. La vie de ma sœur, Sophie, a toujours été une suite de drames, mais elle parvient toujours à retomber sur ses pattes parce que quelqu'un d'autre la rattrape. D'habitude, c'est moi et nos parents. Ils agissent comme si elle était cette créature fragile et impuissante qui ne peut être tenue responsable de rien. Pendant ce temps, je suis la personne fiable, stable, celle qui ne prend jamais de repos. Alors, quand j'ai proposé de payer le dîner du 40e anniversaire de nos parents, une soirée que j'espérais sincèrement être un moment paisible, c'était une grande affaire. J'ai réservé la meilleure brasserie de la ville, organisé une salle privée et prévu de les surprendre avec une photo encadrée de leur mariage que j'avais restauré. Il ne s'agissait pas de faire une déclaration. Je voulais juste une soirée où tout le monde s'assoirait, partagerait un repas et agirait comme une famille. Au lieu de cela, je suis entrée dans un tir nourri d'indifférence. Nous sommes arrivés 5 minutes en avance. Mon fils, Léo, tenait ma main en entrant, excité à sa manière timide et tranquille. Il n'arrêtait pas de demander si on pouvait commander un dessert. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. À l'intérieur, Sophie et sa famille étaient déjà assises. David avait un verre à la main. Leur garçon jouait bruyamment à un jeu sur leur tablette. Sophie ne s'est pas levée. Elle a juste regardé par-dessus son épaule et a dit « Oh, salut ». Ma mère m'a donné une étreinte distraite. Mon père est resté assis et m'a à peine reconnu. Personne n'a demandé comment allait Léo. Personne n'a même regardé le sac que je tenais avec leurs cadeaux. Nous nous sommes assis. J'ai aidé Léo à déplier sa serviette et j'ai commencé à regarder le menu avec lui. Il a montré les nuggets de poulet du doigt et a souri. J'étais sur le point d'appeler le serveur quand Sophie s'est penchée, a tiré la corbeille de pain vers Léo et a dit « Nous n'avons rien commandé pour ton fils ». Elle l'a dit comme si c'était normal. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé qu'elle avait peut-être mal compris, mais mon père a alors ajouté, comme si c'était évident, tu aurais dû lui préparer quelque chose si tu savais qu'il aurait faim. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Pas seulement les mots, le ton désinvolte. La façon dont le visage de Léo s'est légèrement affaissé. Le silence de ma mère qui n'a même pas levé les yeux de son verre d'eau. Le petit sourire suffisant de Sophie, comme si elle avait marqué un point. Je suis restée assise quelques secondes et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû accepter il y a des années. Il n'allait pas changer, mais moi, je le pouvais. J'ai fait signe au serveur. Quand il est arrivé, je me suis levée et j'ai dit, veuillez annuler toutes les commandes qui n'ont pas été envoyées en cuisine. Et mettez tout ce qui est déjà en route sur l'addition de mon père. C'est son anniversaire après tout. On aurait entendu une mouche voler. Puis j'ai regardé à nouveau le serveur et j'ai ajouté, de plus, mon fils prendra l'entrecôte saignante avec le gratin de macaroni à la truffe et un coca. Rapidement, s'il vous plaît. David a toussé comme s'il avait avalé de travers son verre. Sophie m'a juste regardé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait entendu. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon oncle Marc a laissé échapper un seul rire, juste un rire lent et discret. Ma tante Sylvie n'a même pas essayé de cacher son sourire. Le serveur a hoché la tête et est parti. Je me suis assise comme si rien ne s'était passé et j'ai tendu un graissin à Léo. Il l'a pris, toujours silencieux, mais je pouvais le voir. Il savait que je l'avais défendu. Le dîner a continué, mais l'ambiance avait changé. Les enfants de Sophie se plaignaient du retard de leur commande. David lui murmurait à l'oreille. Mes parents se jetaient des coups d'œil, comme s'ils essayaient de décider s'ils devaient dire quelque chose. Je m'en fichais. L'assiette est arrivée. Mon père l'a fixée comme une insulte. Il n'a pas dit merci. Il ne m'a même pas regardé.
Alors que nous nous levions pour partir, j'ai donné la photo de mariage encadrée au serveur et lui ai demandé de la déposer sur la table une fois que nous serions partis. J'ai pris la main de Léo. En sortant, j'ai accidentellement heurté le plateau de dessert. Une assiette s'est brisée. Je ne me suis pas excusée. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Appels, SMS, messages vocaux. Tous en colère. Sophie me demandant quel était mon problème. Mon père exigeant que je le rembourse. Ma mère disant que je les avais embarrassés. J'ai ignoré chaque message jusqu'au lendemain, quand ils ont dit qu'ils venaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils n'avaient même pas envoyé de SMS. Ils ont juste garé leur voiture dans mon allée comme si c'était leur maison et ont monté les marches. Mes parents et Sophie. David était étrangement absent. Probablement une bonne chose de sa part. Il semblait toujours disparaître quand de vraies conversations devaient avoir lieu. Léo les a vus par la fenêtre avant moi. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé avec cette même expression fatiguée que j'avais commencé à reconnaître en moi. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas essayé de nettoyer la maison ou d'arranger les choses. J'ai juste pris le téléphone et appelé mon oncle Marc. Ils sont là, ai-je dit. Nous serons là dans 10 minutes, a-t-il répondu. Pas de questions, pas de drame, juste comme toujours. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse sonner. Ma mère est entrée la première comme si elle était chez elle. Sophie a suivi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Mon père était le dernier, tenant une enveloppe cartonnée comme si c'était un contrat qui allait m'être signifié. Personne n'a dit bonjour. Personne n'a regardé Léo, qui était assis sur le canapé, faisant semblant de jouer sur sa Switch, mais écoutant chaque mot. Sophie a ouvert la bouche dès qu'ils ont tous été à l'intérieur. Tu as embarrassé toute la famille hier soir, a-t-elle dit comme si c'était un fait, comme si j'avais ruiné un rituel sacré en refusant de laisser mon fils être traité comme un chien errant mendiant à table. Je n'ai pas répondu. Ma mère a enchaîné, tu as fait une scène. Tu as manqué de respect à ton père. Nous n'avons jamais été autant humiliés en public. C'était risible. Ce sont les mêmes personnes qui ont déjà eu une dispute hurlante dans un restaurant pour un coupon oublié. Mais bien sûr, j'étais la honte. Mon père a posé l'enveloppe sur le comptoir et lui a donné un petit coup. C'est la facture de la salle privée du restaurant. 1000 €. Puisque tu as abandonné tes responsabilités, nous nous attendons à ce que tu paies ta part. Le culot était incroyable. Je n'ai pas touché l'enveloppe. J'ai juste dit, attendez ici. Et je suis partie. 2 minutes plus tard, la porte latérale s'est ouverte et mon oncle Marc et ma tante Sylvie sont entrés. Ils ne se sont pas souciés des salutations non plus. Ils savaient de quoi il s'agissait. Le sourire de ma mère a disparu dès qu'elle les a vus. Sophie a marmonné quelque chose. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'aigre. Je suis retournée dans la cuisine et je me suis tenue en face d'eux. J'ai décidé que j'en avais fini de soutenir Sophie, ai-je dit. Pas d'introduction, pas d'excuses, juste la vérité. Ce n'est pas mon enfant. Je ne suis pas son filet de sécurité. Je couvre la moitié de son loyer depuis près d'1 an. Cela se termine aujourd'hui. Si elle et David veulent rester dans leur appartement, David peut prendre le relais ou elle peut déménager. Sophie a commencé à élever la voix, mais je ne l'ai même pas regardée. Ma mère s'est tournée vers mon oncle Marc, essayant de l'impliquer, disant qu'il devrait rester en dehors des affaires familiales privées. Sylvie est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas élevé la voix. Elle a calmement énuméré tout ce que j'avais fait pour Sophie au fil des ans, l'argent, la garde d'enfants, le soutien émotionnel, puis a posé une simple question, quand avez-vous aidé Lynn pour la dernière fois? Personne n'a répondu. J'ai finalement pris l'enveloppe, l'ai ouverte et j'ai scanné la facture. 1000 €, tout rond. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je vais vous donner 500 €, non par obligation, mais par pure mesquinerie, juste pour être sûr de pouvoir dormir cette nuit en sachant que vous n'avez pas eu la totalité. La main de mon père a frappé le comptoir. Le visage de ma mère s'est tordu dans un mélange de tristesse et de rage. Sophie avait l'air de pouvoir me sauter dessus.
Sortez, ai-je dit. Ils n'ont pas bougé, alors je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Je suis restée là, silencieuse. Mon oncle Marc s'est levé aussi. C'était suffisant. Ils sont partis en marmonnant et en claquant la porte en sortant. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fermé la porte à clé derrière eux et je suis restée là un moment. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était juste le silence. Une rupture nette. Je pensais que c'était la fin. Mais les jeux ne faisaient que commencer. Cela a commencé par les appels téléphoniques. D'abord de ma mère, puis de Sophie, puis de mon père. Messages vocaux, SMS, longs messages Facebook. Tous des niveaux variables de culpabilité, de manipulation et d'insultes pures et simples. J'ai tout ignoré. Pendant 2 jours, rien de ma part. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas présenté d'excuses. C'est là que l'autre genre de vengeance a commencé. Sophie a publié un long statut vague sur Facebook. Quelque chose à propos de certains membres de la famille qui se croient meilleurs que tout le monde. Elle a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir été élevée par de vrais parents qui lui avaient enseigné l'amour, pas l'orgueil. Des likes. Des commentaires de sympathie. Quelques personnes m'ont envoyé des messages privés pour me demander ce qui s'était passé. Je n'ai pas dit un mot. Puis vinrent les appels à l'école de Léo. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du secrétariat me disant que quelqu'un avait signalé une préoccupation concernant le bien-être émotionnel de Léo. Anonyme, bien sûr. Je savais exactement de qui il s'agissait. Il descendrait à n'importe quoi. La conseillère scolaire a rencontré Léo, a dit qu'il semblait bien, intelligent, calme, respectueux, pas de signaux d'alarme. J'ai dit à la conseillère qu'il y avait des problèmes familiaux, et elle a hoché la tête comme si elle l'avait déjà entendu. Puis est venu le message de groupe. Ma mère a créé un nouveau fil de discussion avec la famille élargie. Tante, oncle, cousin. Elle a dit qu'elle avait le cœur brisé qu'une de ses filles coupe les ponts avec la famille sans raison. Elle ne m'a jamais nommée, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Mon oncle Marc a répondu par une seule phrase, « Nous savons exactement ce qui se passe. » Sophie a quitté le chat 10 minutes plus tard. Puis, de nulle part, David m'a appelé. Je n'avais même pas son numéro enregistré. J'ai laissé un message vocal. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont tout le monde gérait les choses, mais qu'il voulait rester neutre et espérait que cela ne signifiait pas que nous coupions les ponts entre les enfants. Comme si Léo était le problème. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Et puis, 10 jours après le dîner, mon père s'est présenté à mon travail. Il est entré dans le hall comme s'il faisait des courses. Il a dit à la réceptionniste qu'il était là pour déposer quelque chose. Quand je suis sortie, il m'a tendu une photo imprimée. C'était du dîner. Quelqu'un avait pris une photo de moi debout, Léo me regardant, tous les autres en arrière-plan soit choqués, soit figés. Mon père s'était encerclé en rouge et avait écrit « C'est celui que tu as embarrassé ». Je n'ai pas pris la photo. Je lui ai dit de partir. Il n'a pas dit un mot, il est juste sorti. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit et je me suis enfin permis de tout ressentir. Pas la tristesse, l'incrédulité que ces gens soient ma famille, que ce soit la réponse à ma défense de mon fils. J'aurais pu tout brûler à ce moment-là. Tout jeter, mais je ne voulais pas de guerre. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait un dernier effort. Une lettre manuscrite. Simple. Je l'ai envoyée à la maison de mes parents et une autre à Sophie. J'ai dit que je voulais la paix. Que je n'étais pas intéressée à faire traîner les choses, mais que je ne serais plus coupable, blâmée ou manipulée. Que s'il voulait aller de l'avant, cela devait être mutuel, respectueux, honnête. Pas de réponse. Une semaine passa. Puis j'ai vu ça. Un autre post, cette fois depuis le compte de ma mère. Une photo d'elle, Sophie et les enfants de Sophie souriant, se serrant dans les bras, légendés, la famille et tout, même si certains oublient ce que cela signifie. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en avais fini d'être la personne silencieuse. J'étais prête à riposter.
Je n'ai pas ressenti de colère en voyant cette photo de ma mère et Sophie souriantes sur Facebook. J'ai ressenti quelque chose de pire. Un vide. C'était comme regarder des gens que je connaissais autrefois prétendre être une famille qui n'avait jamais existé. Et la légende, la famille est tout. Même si certains oublient ce que cela signifie, était le dernier coup de pouce dont j'avais besoin. Je n'allais pas répondre émotionnellement. Pas de diatribe, pas de drame. J'allais laisser la vérité faire le travail pour moi. Alors, j'ai commencé à rassembler. J'ai envoyé un email à mon propriétaire et j'ai demandé tous les documents relatifs à mes paiements de loyer pour l'appartement de Sophie. Il me l'a envoyé dans l'heure, ligne par ligne, mois par mois. 7 mois de loyer partiel, pour un total de 5 700 €. Je l'ai imprimé, j'ai surligné les paiements, j'ai joint un bref résumé et je l'ai envoyé à Sophie dans une enveloppe cartonnée. Pas de mots, pas de message, rien de plus. 12 minutes plus tard, elle m'a envoyé par SMS une capture d'écran de son solde Venmo, 34 €. Et juste 4 mots, porte-moi plainte alors. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté anonymement dans un groupe de parents privés dont je fais partie. De vraies mamans, de vraies histoires. J'ai demandé, pardonneriez-vous à votre sœur si elle vous prenait de l'argent pendant 7 mois, mentait, puis vous humiliait publiquement pour avoir posé une limite? Les réponses ont été accablantes. Des centaines de commentaires. La plupart étaient en colère pour moi. Certaines ont partagé des histoires étrangement similaires. Une femme a même dit, j'ai essayé de pardonner à la mienne. Je suis toujours en train de nettoyer le désordre qu'elle a laissé derrière elle. Mais ce qui m'a secoué est arrivé plus tard cette nuit-là. Une femme que je ne reconnaissais pas m'a envoyé un message privé. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec Sophie dans une agence de marketing numérique. Elle a affirmé que Sophie avait inventé une fausse plainte RH pour la faire rétrograder après un désaccord mineur. Elle a perdu son emploi 3 mois plus tard. Je ne l'ai pas cru au début jusqu'à ce qu'elle m'envoie une photo d'une fête. Sophie, au bord de la piscine, un verre de vin à la main, souriante dans une robe de créateur. L'horodatage était du même week-end où Sophie m'avait dit qu'elle était complètement fauchée parce que David avait été transporté aux urgences. Elle m'avait même demandé de l'argent ce jour-là et je lui avais envoyé 200 €. Je n'ai pas répondu à la femme, mais j'ai tout enregistré. Le lendemain, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. En rangeant le garage, j'ai trouvé une vieille boîte de mon enfance. À l'intérieur se trouvaient des albums photos poussiéreux, des dessins au crayon en vrac et quelques cartes d'anniversaire que ma mère avait conservées. Au fond se trouvait une enveloppe qui n'appartenait pas là. Elle était adressée à mon père de la part de ma mère. La date remontait à près de 22 ans, une semaine après la naissance de Sophie. C'était manuscrit. Je n'étais pas censée la voir. Dans la lettre, elle écrivait à quel point elle se sentait fatiguée après l'accouchement, à quel point elle était dépassée, mais ensuite cela devenait plus sombre. Elle disait qu'elle ne voulait pas d'un autre enfant, qu'elle s'était contentée d'un seul. Elle m'appelait, une surprise pour laquelle elle n'était pas prête, puis vint la partie qui m'a glacée, je ne pense pas que je m'attacherai jamais à ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatiguée pour essayer. Elle parlait de moi. Je suis restée assise sur le sol pendant 1 heure à la regarder. Je n'arrêtais pas de repenser à chaque fois où j'avais dû gagner son amour, mendier de l'attention, rester dans l'ombre du chaos de ma sœur en faisant semblant d'aller bien. Ce n'était pas dans ma tête. C'était là depuis le début. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, j'ai versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai écrit un email, pas émotionnel, juste des faits. J'ai énuméré l'argent que j'avais payé, les messages que j'avais reçus, les mensonges que Sophie avait racontés, la manipulation, puis j'ai joint une photo de la dernière page de la lettre. Juste un paragraphe, je ne pense pas que je m'attacherai jamais à ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatiguée pour essayer. J'ai cliqué sur envoyer. Pas de ligne d'objet, pas de signature, juste la vérité. Puis je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque email, chaque compte. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour la paix. Mais la paix n'a jamais été leur objectif.
Et en moins de 48 heures, ils ont trouvé une nouvelle façon de me nuire, une que je n'avais pas vue venir. Le coup à la porte n'a même pas retenti comme un avertissement. Il était 14h40. J'avais juste terminé un appel professionnel et j'étais à mi-chemin de plier le linge de Léo. Je pensais que c'était Amazon ou peut-être l'un des voisins qui déposait du courrier mal livré. Je ne m'attendais pas à deux femmes en civil brandissant des badges. Service de protection de l'enfance, dit l'une d'elles. J'ai fixé un instant en pensant qu'elles s'étaient trompées de maison, mais non, elles ont demandé mon nom. Quelqu'un avait soumis un rapport, anonyme, bien sûr, disant que je laissais Léo seul à la maison pendant de longues périodes, qu'il semblait renfermé et peut-être négligé. Je ne peux même pas décrire le sentiment, comme de la glace glissant le long de votre colonne vertébrale pendant que votre cœur essaie de se frayer un chemin hors de votre poitrine. Mais je n'ai pas paniqué. Je les ai laissées entrer. Elles étaient professionnelles, prudentes, pas accusatrices. Elles ont regardé autour d'elles, vérifié le réfrigérateur, cherché des signes de négligence. Elles ont posé des questions, ont même parlé à l'école de Léo le jour même. Le rapport ne correspondait pas à la réalité. Évidemment, la chambre de Léo était propre, remplie de livres et de jeux. Ses professeurs leur ont dit qu'il était bien élevé, qu'il réussissait bien en classe, et qu'il aidait même d'autres enfants quand ils avaient des difficultés. Le réfrigérateur était plein. Son emploi du temps était structuré. Et pourtant, un rapport comme celui-là ne disparaît pas. Il reste dans le système. Son école avait maintenant un dossier. La directrice, bien que compréhensive, a dû ajouter une note officielle. Juste pour info, m'a-t-elle dit. Même les rapports non fondés peuvent déclencher des escalades automatiques s'il y a un deuxième appel. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un appel à l'attention. Ce n'était plus un drame familial. C'était la guerre. Je suis rentrée chez moi et je suis restée silencieuse pendant plus d'une heure. Juste à fixer le tapis en réfléchissant. Puis j'ai appelé mon oncle Marc. Je lui ai tout raconté. La visite, les questions, la façon dont l'assistante sociale s'était excusée en partant parce qu'elle savait que c'était une perte de temps. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il ne s'est pas mis en colère. Il a juste dit, c'était le coup de semonce. Tu dois agir. Alors, je l'ai fait. J'ai sorti les reçus, les relevés de loyer, les captures d'écran Venmo, les photos de fête avec Sophie se prélassant au bord de la piscine, sirotant du vin le même week-end où elle avait dit que David était aux urgences et m'avait supplié de l'aider. J'ai tout imprimé. J'ai tout organisé dans des dossiers. J'ai même déterré de vieux SMS où elle me remerciait de l'avoir encore une fois sauvée. Et puis, en fouillant dans une boîte de documents, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une carte manuscrite, le 2e anniversaire de Léo, de la part de Sophie. Elle disait, « Merci d'être toujours la personne stable. Je m'écroulerai sans toi. » Littéralement. Cela aussi est allé dans le dossier. Puis est venue la mise en demeure. Mon avocate a été rapide. Elle avait déjà vu des cas comme celui-ci, où des familles instrumentalisaient de faux rapports pour forcer quelqu'un à reprendre le contrôle. Nous en avons envoyé une à Sophie, une à ma mère, une à mon père. Chaque lettre détaillait le harcèlement, les diffamations en ligne, la fausse plainte au service de protection de l'enfance, la dette impayée. Elle était claire, une autre action de ce genre, et nous porterions plainte. Puis l'inattendu s'est produit. David m'a envoyé un message. Je ne savais même pas que je ne l'avais pas bloqué. Il a envoyé une seule chose, une capture d'écran d'un virement bancaire. 2850 €, exactement la moitié de ce que j'avais payé pour leur loyer. Pas de mots, pas d'excuses, juste la transaction. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé, je lui ai dit d'arrêter. J'ai déménagé. Fais ce que tu as à faire. Je l'ai fixé pendant longtemps. David était sans colonne vertébrale, mais cela, c'était lui qui sautait du navire. Sylvie m'a appelé 2 jours plus tard. Elle a dit qu'elle avait croisé ma mère à l'épicerie. Elle m'a dit que ma mère avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a dit qu'elle marmonnait dans le rayon pâtisserie à propos de moi qui détruisait la famille. Mais Sylvie n'y a pas cru. Elle lui a dit, Lynn n'a rien détruit.
Elle a juste enfin arrêté de jouer à votre jeu, d'autres messages ont suivi. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans m'a contacté. Elle a dit que Sophie lui avait emprunté 600 € il y a 6 mois. Elle avait promis de la rembourser dans une semaine, puis l'avait bloquée. Elle a vu mon nom dans les commentaires Facebook et a fait le rapprochement. Une autre tante a dit qu'elle avait une fois conduit 2 heures pour aller chercher Sophie après une dispute avec David et n'avait même pas eu un merci. Plus je m'éloignais, plus les histoires arrivaient. Il s'avère que je n'étais pas la seule qu'ils avaient épuisée. J'étais juste la dernière à dire « assez ». Mais ce n'était pas fini. J'étais enfin plus libre, du moins je le pensais, jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, une lettre arrive. Pas de Sophie, pas de mes parents, de leur avocat. Et elle disait une phrase qui me retournait l'estomac: « Nous demandons des droits de visite pour Léo. » Ils allaient rendre cela légal. Ils s'en prenaient à mon fils. L'enveloppe n'était pas épaisse, mais elle semblait lourde. Plus lourde que n'importe quel message, n'importe quelle insulte, n'importe quelle manipulation. À l'intérieur se trouvait une page, une lettre de leur avocat, l'avocat de mes parents. Ils demandaient des droits de visite des grands-parents. Ils disaient que je leur refusais l'accès à Léo par dépit. Que je nuisais à son développement émotionnel, que j'avais abruptement et sans motif rompu tous les liens avec sa famille élargie. Ils ont eu le culot de dire que c'était dans l'intérêt de Léo de les voir. C'est là que j'ai cessé de me sentir blessée et que j'ai commencé à me sentir dangereuse. J'ai immédiatement appelé mon avocate. Elle l'a lu, a fait une pause et a dit sèchement: « Ils n'ont pas de dossier. La loi française est claire. Ils n'ont aucun motif. » Mais elle a aussi dit autre chose: « Ce n'est pas légal. C'est personnel. Ils utilisent les tribunaux pour vous faire peur, pour vous épuiser. » Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de voir Léo. Il ne se souciait pas de son bien-être. Il l'avait ignoré au dîner. M'avait dit que j'aurais dû lui préparer quelque chose. Lui avait tendu une corbeille de pain pendant que leurs enfants dévoraient des steaks à 800 €. Il s'agissait de contrôle, de me rappeler que peu importe à quel point je m'éloignais, il pouvait toujours trouver un moyen d'entrer. Ce week-end-là, j'ai tout mis en ordre. D'abord, j'ai déposé une réponse formelle par l'intermédiaire de mon avocate. Nous n'avons pas seulement rejeté leur demande. Nous avons joint des preuves, des captures d'écran, des messages, des photos, des reçus, le rapport des services de protection de l'enfance qui avait été classé sans suite, tout cela. Ensuite, j'ai de nouveau contacté l'école de Léo et j'ai ajouté une documentation formelle. J'ai soumis une liste de personnes interdites. Mes parents et Sophie étaient désormais interdits d'accès à l'école. Pas de récupération, pas de bénévolat, rien. Puis j'ai fait changer les serrures. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mis à jour mon testament. Sylvie et mon oncle Marc étaient désormais les seuls à avoir la garde légale de Léo si jamais il m'arrivait quelque chose. Je leur ai donné accès à mes documents légaux, à mes comptes bancaires, à tout. Et enfin, j'ai passé un dernier appel téléphonique à une amie qui travaillait dans la modération des médias sociaux. Je lui ai demandé s'il était possible de retrouver l'adresse IP qui avait soumis le signalement initial au service de protection de l'enfance, anonymement. Elle n'a pas pu confirmer grand-chose, mais ce qu'elle a dit était suffisant, disons simplement que cela venait d'un quartier familier. Sophie, ils ont essayé de me ruiner avec les services de protection de l'enfance. Cela n'avait pas marché. Alors maintenant, ils essayaient d'utiliser les tribunaux, mais ce n'était pas un jeu que j'allais perdre. La nuit précédant le rejet officiel de la requête judiciaire, j'ai écrit un dernier message. Il n'a pas été envoyé par email. Il a été imprimé. Je l'ai posté. Une copie à mes parents, une à Sophie. Voici ce qu'il disait: « C'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Je vous ai donné des décennies de chance. Je vous ai aidé. Je vous ai protégé. Je suis restée silencieuse. J'ai joué mon rôle. Vous m'avez récompensé par la trahison, les mensonges et maintenant des menaces légales visant mon enfant. Vous n'êtes plus ma famille. Si vous essayez de me contacter, moi ou Léo, à nouveau, je demanderai une ordonnance restrictive. Si vous vous présentez à ma porte, j'appellerai la police. Si vous tentez de vous impliquer à nouveau dans ma vie, je rendrai chaque détail public.
Nous en avons fini pour de bon. Puis j'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs emails, supprimé les contacts mutuels, et je les ai effacés. Non par colère, mais par survie. Je pensais que je me sentirais vide. Je pensais que je serais en deuil, mais ce ne fut pas le cas. J'ai emmené Léo camper le week-end suivant. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de bruit, juste des arbres, le ciel et le calme. Il a fait griller une guimauve, a souri et a dit « Tu as l'air plus heureuse ». Je l'étais. Nous étions enfin en sécurité, enfin libres. Et peu importe ce qui allait arriver ensuite, je savais une chose avec certitude.